Alors est venu le grand moment des 50 nuances. 50 nuances de viol, 50 nuances de trauma, 50 nuances d'arnaque. La plus grande étant qu'ils vont, et les violences dans l'enfance en font partie, détruire tellement les femmes, qu'ensuite les hommes défendent leur choix uniquement quand, à cause de tout ça, ils prétendent vouloir être exactement ce qu'ils veulent. Souvenez-vous, pornographie, BDSM, libertinage, vous savez ce qu'on dit, si c'était un choix, si c'était émancipateur pour les femmes, les hommes seraient contre. J'appelle donc pour en parler Mathilde qui va nous lire des témoignages et avec elle Julie. Bonsoir. Dans le bulletin réalisé par le CFCB en 2002, on trouve une étude sur les liens entre le viol et la prostitution. Et à la fin de cette étude, il y a une recherche voisine qui s'appelle la pornographie dans le viol. En 2009, les étudiantes ont creusé cette étude et ont analysé 80 comptes rendus d'appels où il était question de pornographie. À l'époque, le constat qu'elle faisait déjà, c'est que la pornographie, c'est pas défini clairement. Il n'y a pas de définition précise et universelle qui existe. Par exemple, selon le dictionnaire Larousse, la pornographie, c'est la présence de détails obscènes dans certaines œuvres littéraires ou artistiques. De notre côté, nous avons regardé nos statistiques sur les 10 dernières années et nous avons trouvé 560 situations où il était mention de pornographie. Et on a fait le même constat que les écoutants de 2009 en regardant de plus près les comptes rendus d'appel. Et c'est celui que quand on nous parle de pornographie dans un appel, c'est toujours dans le cadre des 4 catégories suivantes. La première catégorie étant que les agresseurs consomment fréquemment et de manière ostentatoire de la pornographie. Maëva, 43 ans. Elle a été victime d'agressions sexuelles et de maltraitance physique et psychologique par le père, de ses 14 à ses 17 ans. Maëva explique que l'agresseur avait des magazines pornographiques et qu'il lui a déjà dit qu'il pensait à elle en les regardant. Amanda. Elle appelle car elle et son fils de 7 ans, Lionel, ont été victimes du père. Amanda explique que le père de son fils était addict à la pornographie. La deuxième catégorie, c'est quand les victimes nous expliquent que les agresseurs les ont exposés à du contenu pornographique. Didier, 60 ans. Il a été victime enfant de violences physiques, d'agressions sexuelles et de viols par un frère âgé de 9 ans plus que lui. Il ajoute que le frère l'exposait à du contenu pornographique. Marie. Elle indique qu'elle a déjà surpris le père regarder de la pornographie en présence de son fils Gaspard. 2 ans après la séparation, Gaspard, âgé de 6 ans, a commencé à révéler que son père lui montre des femmes enceintes toutes nues et qu'il lui met un rouleau dans les fesses. La troisième catégorie, c'est quand les agresseurs fabriquent eux-mêmes du contenu pornographique en filmant les violences qu'ils commettent ou en obtenant des images via la contrainte. Ava, 23 ans, modèle photo. Elle nous alerte qu'elle a été contactée par un photographe amateur de 55 ans qui lui a proposé un shooting porn art pour lequel il paierait entre 200 et 300 euros. Elle nous explique qu'il prend des photos d'actes sexuels entre lui et les modèles. Elle, 24 ans. Elle a rencontré un homme sur Snapchat quand elle avait 16 ans. Il s'est fait passer pour un ado de 17 ans alors qu'il en avait environ 45. Il la menace de se suicider si elle refuse de lui envoyer des photos d'elle nues. Et enfin, la dernière catégorie, c'est quand la victime crée elle-même du contenu pornographique après avoir subi des violences sexuelles. Lisa a 25 ans. Elle appelle car elle a des souvenirs d'ordre sensoriel qui remontent depuis 1 an. Elle ressent la peur et des sensations corporelles associées à l'image du grand-père, décédé quand elle avait 6 ans. Elle parle aussi d'odeurs qui l'écœurent.
Au cours de l'appel, Lisa confie être actrice de cinéma pour adultes. Elle évoque que, dès le début, il s'agissait de scènes ultra-violentes, avec pénétration anale. Elle dit qu'elle tourne des scènes à risque, dangereuses, hardcore, des pratiques extrêmes. Lisa ajoute que les producteurs sont violents et qu'elle fait désormais des vidéos seule qu'elle vend sur Internet. Lisa confie être très mal dans son corps et qu'elle consommait de la drogue. Donc, quand on écoute les victimes, on est très loin de la définition du Larousse. Il ne s'agit évidemment pas d'obscénité dans une œuvre et ce n'est jamais uniquement virtuel ou en ligne. Les récits qu'on a entendus et qu'on a lus plus globalement nous montrent que la pornographie, c'est une violence faite aux femmes et aux enfants depuis sa création jusqu'à son utilisation par les agresseurs. Cette pornographie, elle est nourrie des viols commis par les agresseurs qui ciblent des femmes qui ont déjà été victimes par le passé et elle permet la réitération des violences. C'est aussi, à l'instar, c'est un signal d'alarme. À l'instar des victimes de la prostitution, on sait que si une femme crée du contenu pornographique, c'est que, statistiquement parlant, elle a probablement déjà elle-même été victime par le passé. Et donc, comme en 2016, grâce au travail des abolitionnistes, on a bien pensé la prostitution dans la loi, là ce qu'on voudrait c'est que, pénalement parlant, il y ait un vrai travail, une vraie pensée autour des violences pornographiques. Et donc une autre recherche voisine à celle sur la prostitution, c'est celle sur le BDSM. Parce que de la même façon que les écoutants de 2002 ont remarqué des liens entre viol, prostitution et pornographie, nous, plus récemment, nous avons été interpellés par les liens entre viol et pratiques dites BDSM ou libertines. On retrouve derrière ces pratiques les mêmes mécanismes de violence et de manipulation des agresseurs, sans oublier l'intérêt financier des agresseurs, puisque prostitution, pornographie et BDSM, libertinage, ce sont aussi des business. Donc, dans nos statistiques, on a trouvé ces 10 dernières années 81 situations de violence sexuelle qui impliquaient du BDSM libertinage. Pour refaire un point de définition, d'après le Larousse toujours, un libertin, c'est quelqu'un qui mène une vie dissolue, qui est de mœurs très libres. Le cycle BDSM, quant à lui, ça veut dire bondage, domination, soumission et sadomasochisme, qui lui est défini comme l'obtention du plaisir sexuel par le biais de la souffrance physique ou morale. Le bondage, quant à lui, c'est la pratique sexuelle qui consiste à attacher son partenaire. Et donc, comme on le voit dans ces définitions, mais aussi dans les médias, dans la littérature, dans l'art en général, les termes employés renvoient aux notions de liberté, de plaisir, et occultent complètement la réalité des violences et la stratégie des agresseurs. Donc dans cette partie, on va analyser rapidement plusieurs éléments utilisés par les agresseurs pour imposer les violences sexuelles dans le cadre du BDSM ou du libertinage. D'abord, l'agresseur, il va, comme d'habitude, cibler et là, initier la victime. Manon, 47 ans. Elle déclare « Il m'avait prévenu qu'il avait une sexualité un peu particulière. J'ai découvert ça avec lui. Il avait une certaine emprise sur moi. » Nora, 28 ans. Elle nous dit que c'est l'agresseur qui parle en premier de BDSM. Elle refuse. Je ne comprenais pas tout. Pour moi, c'est un concept très flou, le BDSM. Ensuite vient la mise en confiance par un vocabulaire spécifique qui s'affiche derrière moi en rouge. L'agresseur crée une illusion de sécurité avant les faits. On prépare au préalable un contrat avec des rôles, des scénarios. Il est question de safe zone, de safe word, dans un contexte respectueux, bienveillant. Quand on écoute les victimes, on comprend l'arnaque. Greta, 26 ans. Elle nous dit « Il a commencé à instaurer des jeux et précise que les jeux étaient de la domination. J'étais un peu comme son esclave. Il fallait que je le considère, que je l'appelle maître. Parfois, il était un peu violent. Parfois, il m'étranglait. » Paula,
Elle se souvient que l'agresseur lui a demandé « Qu'est-ce qui te fait peur et de quoi tu n'as pas envie ?» Elle répond « La fellation et la sodomie ». Il dit « Ce soir, nous allons faire deux choses, la sodomie et la fellation. » Le fondement du BDSM, c'est de créer la confusion entre sexe et violence grâce à un argumentaire volontairement flou et confus. Par exemple, ce qui revient souvent dans les appels des victimes, c'est qu'avant les faits, l'agresseur met en place un safe word, un mot de code, un mot de sécurité, qu'elles sont autorisées à prononcer quand elles veulent que les violences s'arrêtent. Comme si un simple nom stop, arrête n'avait plus aucune valeur. Léane, 39 ans. Elle explique que son compagnon avait tout un argumentaire pour dire qu'il avait des besoins sexuels. Besoin d'une sexualité diversifiée, un besoin vital. Il disait, c'est comme mourir, de ne pas être épanoui sexuellement. Paula. Elle a voulu plusieurs fois arrêter la relation, mais l'individu lui disait, on peut tout négocier. Paula exprime, je ne comprenais rien à ces mots. Souvent, j'étais perdue. Jeanne, 22 ans. Elle confie. Il m'a demandé de devenir sa soumise officielle. Elle devait l'appeler par son surnom, Dandy. Ensuite vient la dévalorisation de la victime. Sous prétexte d'expérience, de jeu de rôle et de scénario, l'agresseur déshumanise totalement la victime en lui infligeant des pratiques extrêmes et particulièrement dégradantes. Magali, 59 ans. Elle nous dit, j'étais couverte de bleu, il prévient pas, il fait, pendant l'acte, il me prend comme un jouet sans demander. Je me suis retrouvée avec des litres de salive sur le visage, et l'agresseur lui disait, t'es ma salope, t'es là pour me faire plaisir. Paula. Elle explique que l'agresseur voulait l'emmener dans un club échangiste. Elle refuse et il lui dit, si je veux que 30 mecs te passent dessus, alors 30 mecs te passeront dessus. Et Nora nous rapporte les mots de l'agresseur. Tu m'appartiens, t'es qu'à moi. Et comme c'est le cas pour toutes les situations de violence sexuelle, le cœur de la stratégie de l'agresseur, ça va être l'inversion de la culpabilité. Et dans le cadre du BDSM, ça passe par cette idée de contrat fait au préalable et qui permet à l'agresseur de donner l'illusion d'un choix à la victime qui va culpabiliser parce qu'elle a consenti. Et Nora, elle confie sur la ligne. Au début, je suis dans une espèce de je laisse faire. Je me disais en même temps qu'elle est venue pour ça. Honorine exprime, j'avais consenti à ces rapports de domination. Et viennent les conséquences, comme pour toutes les victimes de violences sexuelles, les conséquences des victimes de celles des agresseurs du BDSM et du libertinage sont nombreuses, physiques, psychotraumatiques, avec une accentuation sur le sentiment de culpabilité dû justement à toute cette histoire de consentement. Claire, elle souffre de lésions au niveau gynécologique. Elle fait des cauchemars, a des crises d'angoisse et consomme de l'alcool. Elle a des idées noires. Elle rencontre aussi des difficultés professionnelles. Greta est sous antidépresseur. Elle culpabilise beaucoup. Magali confie, je me sens sale, dégueulasse. Je prends 5 douches par jour. J'arrive plus à manger. Je vous remercie.